Cette vidéo est sponsorisée par toi. Et oui, même si tu ne le savais pas, tu sponsorises les vidéos du Choucroute Garage. Tu les sponsorises en t'abonnant, tu les sponsorises en regardant les vidéos, en les partageant, et même parfois tu les sponsorises en achetant des t-shirts, en laissant un tip sur Utip ou Tipeee. Et pour tout cela, je te remercie. Aujourd'hui, épisode un petit peu exceptionnel, puisque j'ai un peu changé la manière de faire et je vous expliquerai un peu après. Mais regardez la vidéo et on se retrouve à la fin pour des petites explications. Allez, c'est parti. Salut les amis, décidément il m'en arrive de belles ces derniers temps. Avec Rex qui fait que des siennes, comme là. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Je m'appelle Rex et je vais remplacer Didier qui n'était pas disponible. Rex, arrête tes âneries et sors-moi de là. Oula. Non. Et encore là. J'ai une lettre dans la boîte aux lettres. Monsieur, veuillez trouver un chèque du Crédit Forestier pour sponsoriser la vidéo du 27 avril. Cordialement, Donongo Rex. Décidément, Rex a tout fait pour me rendre la vie impossible. Eh bien, heureusement que ma maison du XVIIe siècle a abrité un jour un alchimiste et qu'il a fait pas mal de petites choses. Et j'ai découvert un truc génial. Regardez. Bon ok, j'ai un peu modifié la recette version pop culture, mais bon, voilà. Et voilà, au moins je suis tranquille maintenant. Rex ne va plus m'embêter. Par contre, je trouve que c'est pas très juste envers lui. Et j'aimerais bien trouver un moyen de lui donner de l'ouverture d'esprit, plutôt que de l'enfermer dans de la carbonite. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait peut-être pas idiot. En déplaçant une armoire de l'ancien alchimiste, j'ai découvert ça. Et ça va me permettre d'aller voir un spécialiste du dinosaure en plastique et qui a réussi un petit peu à le tempérer, voire même à lui donner des idées progressistes. Donc on va aller voir ça. Moi je vous propose qu'on y aille tout de suite. Bonjour mon cher Walter. Didier? Qu'est-ce que vous faites là? Vous m'avez flanqué une de ces frousses? Veuillez m'excuser mon cher ami, ce n'était pas mon intention, mais c'est un cas de force majeure. C'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qui vous amène? Tenez, regardez. Faites voir. Et il est totalement congelé là? Parfois je l'entends marmonner, mais c'est lointain. C'est ingénieux. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse un petit peu avec Dodongo. Messieurs, si vous avez des choses à vous dire. Comment? Tu cautionnes pas ce qu'on fait à ton congénère? Oui, en même temps, mon vieux, fallait s'y attendre un petit peu, avec votre coup de la lettre anonyme de la dernière fois. Bon, écoute, je te laisse un petit peu avec lui. Essaye de le raisonner, d'accord? Qu'il se calme un petit peu, ce serait pas mal. Écoutez, ce que je vous propose, mon cher Didier, c'est qu'on aille faire un petit tour dans les jardins à ce moment-là, histoire de laisser nos deux amis tranquilles. Écoutez, très bonne idée, mon cher Walter. Allez. Lucien? Oui, on sort. Donc, si vous pouvez juste surveiller ces deux-là, histoire que ça complote pas trop. Merci, mon brave. Vous savez, mon cher Didier, je pense que ils n'ont pas vraiment un mauvais fond. C'est juste que leur évolution s'est arrêtée il y a longtemps et que tout ça, c'est nouveau pour eux. Vous savez, ce qui est nouveau fait instinctivement peur. Vous pensez vraiment? J'avoue que Rex me hérisse vraiment le poil et j'ai du mal à le considérer avec bienveillance. Oui, enfin, on peut dire que vous le ménagez pas vraiment. Vous savez, Rex, je pense qu'il est ancré dans une idée, un peu archaïque, certes, mais pour lui expliquer la nouveauté, il faudrait peut-être juste simplement se poser avec lui et lui expliquer calmement. J'avoue que j'ai tenté le coup, mais il est très hermétique. Ce serait peut-être plus simple s'il pouvait expérimenter les choses par lui-même pour s'ouvrir un petit peu son univers. Alors, Rex, peut-être, mais regardez, c'est pas le cas de tout le monde. Vous, sur votre chaîne, vous parlez de voiture. Ouais. Moi, ma situation en termes de voiture, c'est que je suis sur la fin de vie d'une vieille thermique et j'aimerais bien, pourquoi pas, m'essayer à l'électrique et pourquoi pas une Tesla. Oui. Sauf que, vous voyez,
c'est assez hermétique pour moi. Tesla, tous ces modèles, toutes ces versions, toutes ces options, comment s'y retrouver? Vous comprenez? J'avoue que ces nouvelles technologies, avec la connectivité sur Internet et tout ça, c'est pas simple. C'est pas simple. Du coup, ce serait peut-être une bonne idée de faire carrément un épisode dessus et expliquer à tout le monde, de manière simple, ce qu'est Tesla. Eh bien écoutez, pourquoi pas? On pourrait partir de la découverte de la marque jusqu'à l'utilisation. Certes. Et bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça au muséum, comme ça on pourra en faire profiter nos deux ancêtres polymères. Je pense qu'ils en ont bien besoin. Allons-y alors. Vous êtes bien installés? Très très bien, merci Walter. Alors on y va, Lucien va tenir la caméra. Bon, en même temps, on est sûr qu'elle va pas trop bouger. C'est sûr, en tout cas pas bien vite. Je vous propose qu'on découvre tout d'abord le site internet. Contrairement aux autres constructeurs, Tesla vend ses autos directement au client final. Il ne passe pas par des concessionnaires ou des agents, pas plus que par des importateurs ou mandataires. Le site internet est à la fois source d'informations et d'interaction avec le constructeur. Vous y trouverez les modèles et tous les services qui sont proposés. Alors justement, pour les modèles, qu'est-ce qui correspond à quoi? Ah oui, là il faut vraiment commencer par le début. Il y a deux grosses familles disponibles. On a les modèles S et X qui sont les grands modèles et les modèles 3 et Y qui sont les modèles un petit peu plus petits et plus abordables. Les modèles S sont les grandes berlines à haillons. Elles font 5 mètres de long par 2 mètres de large. C'est des modèles qui sont l'équivalent traditionnellement d'une Audi A6 ou d'une BMW série 5. Le modèle X est encore plus grand, car il s'agit d'un SUV, donc il va être à comparer à un BMW X6 ou à un Audi Q7. La modèle 3 est une berline familiale, de taille moyenne pour les États-Unis, mais grande berline quand même pour la France. Elle fait 4,60 m de long par 1,85 m de large, ce qui va correspondre à une BMW série 3 ou une Audi A4 en termes de taille, ou alors une Ford Mondeo par exemple. Cette fois-ci, on n'a pas de haillons, c'est un coffre classique que préfèrent certains pays comme l'Espagne ou la Chine. Enfin, petite dernière arrivée sur le marché récemment, c'est le modèle Y, qui elle est le SUV dérivé du modèle 3. On va avoir un véhicule qui va être quasiment aussi grand qu'une modèle S à l'intérieur, sans pour autant en avoir le gabarit extérieur. Et un véhicule sur lequel on va avoir une facilité d'entrée-sortie en hauteur. On est sur un équivalent Mazda CX-5, C5 Aircross, ce genre de voiture. Oui, donc on n'est pas vraiment sur des petites voitures en fait. Ah non, pas du tout. On est vraiment sur des voitures familiales. En effet, pour le moment, la marque ne produit que des grandes voitures, mais prochainement va également rentrer dans la gamme des Golf ou Opel Astra par exemple, donc une compacte familiale. Mais on n'a pas encore beaucoup d'informations sur ce nouveau modèle. À moins qu'il y ait des changements entre ce tournage et la sortie de la vidéo. Ça, on n'est jamais à l'abri, c'est sûr. Bon, jusque-là c'est simple, mais j'avoue que je m'en sors pas trop avec toutes ces versions autonomie, standard, grande autonomie, plaid, etc. À quoi ça correspond tout ça? Alors c'est vrai que y a beaucoup de versions, mais en fait on va s'y retrouver relativement facilement. Tesla a simplifié sa gamme à outrance. Par le passé, les modèles S pouvaient être commandés avec des packs d'options, avec différentes options séparées, avec plein de choses. Et aujourd'hui, en fait, Tesla a réellement simplifié tout cela. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet-là sur les modèles S d'occasion, parce que pour s'en sortir, c'est pas évident. Et je vous mets la vidéo en fiche, ouais, au-dessus de Walter. Là, voilà. Et dans la description. Aujourd'hui, tout est plus simple. Tesla a 2 ou 3 gammes en fonction des modèles. Sur la modèle 3, on va avoir par exemple l'autonomie Standard Plus, qui est une voiture propulsion avec une batterie suffisante pour l'usage qu'on va en faire, mais globalement, c'est l'entrée de gamme. C'est un véhicule qui va faire 450 km d'autonomie au maximum et qui va répondre à la majorité des besoins. Ensuite, on va avoir une version qui est long range avec une batterie plus grande et surtout dual motor, donc avec 2 moteurs, qui sera nettement plus puissante, plus performante et qui répondra aux besoins de gens qui ont besoin d'une plus grande autonomie. On peut monter jusqu'à 600 km. Ensuite, on va avoir toujours des versions performance. Dans tous les modèles, vous avez un modèle performance qui est généralement une version un petit peu plus sportive de la long range, donc avec un petit peu moins d'autonomie, mais avec un châssis un petit peu plus affûté, des suspensions un petit peu plus dures, des modes track qui vont permettre d'aller sur circuit plus facilement et pouvoir adapter la voiture à une conduite plus sportive. Autre chose par rapport aux autonomies, il faut savoir que la petite autonomie peut suffire à beaucoup de monde
parce que le constructeur a prévu un réseau de supercharge. Donc c'est un réseau qui va être ouvert aujourd'hui pour l'instant uniquement au Tesla, mais qui promet d'être ouvert à toutes les marques, qui permet simplement, tous les 180-190 km, d'avoir une masse de bornes de recharge qui va permettre de faire des grands trajets, tout en s'arrêtant un temps minime. Donc on va pouvoir recharger en 15-20 minutes, entre 10 et 80% de sa batterie, pour pouvoir repartir jusqu'au prochain superchargeur et s'arrêter en gros toutes les 2 heures, 2 heures et demie. Donc les modèles standards fonctionnent très bien avec ce système-là. La mienne, par exemple, est une petite batterie par rapport aux batteries actuelles, et ça fonctionne très bien pour aller n'importe où en Europe. Et du coup, en hiver, est-ce que ces modèles standard plus sont pas un petit peu dangereux? Alors, il faut bien avouer qu'ils sont plus délicats à conduire. Mais toutefois, avec les aides électroniques et avoir de bons pneus hiver, vous permettront d'avoir un usage qui est tout à fait sécurisé. Si vraiment vous êtes dans une situation où vous allez avoir besoin de 4 roues motrices, vous pouvez passer sur les grandes autonomies, les dual motors. Et là, effectivement, vous allez encore avoir un niveau de sécurité supérieur. De plus, ce qui est très important, c'est que la progressivité du moteur électrique va permettre de conserver un maximum d'adhérence. C'est beaucoup plus sécurisant que, par exemple, un changement de rapport. Comme on le disait souvent dans le temps, il fallait démarrer en deuxième pour pas que ça fasse d'à-coup. Et Lucien me le disait encore hier. Ah bah, je pense que Lucien, en termes d'à-coup... Alors, ça fait longtemps qu'il n'a pas conduit en même temps. J'imagine. Bon, jusqu'ici, vous m'avez parlé donc des modèles performance, mais du coup, plaid. Quid? Ah, le plaid. Bah en fait, le plaid, c'est ce qui est de plus rapide que l'Udicruz. Pardon? Bon, alors en fait, Elon Musk est un grand fan de la folle histoire de l'espace. Et dans la folle histoire de l'espace, la vitesse maximum du vaisseau de Lord Casque Noir, c'est la vitesse Ludicrous. Donc il y a vitesse lumière, il y a vitesse insane et vitesse Ludicrous. Et au-delà de ça, eh bien, il n'y a qu'une seule vitesse, c'est plaid. Et voilà pourquoi, en fait, les Model S se sont appelés plaid, puisque les dernières s'appelaient Performance Ludicrous. Donc rien à voir avec les couvertures finalement. Rien à voir. Sauf que l'effet visuel utilisé par Tesla, parce que dans le film, il y a ce côté un petit peu délirant du plaid. D'accord. Voilà. Les performances et les modèles plaid se reconnaissent aux étriers de frein rouges et aux petits ailerons en carbone qui généralement ornent la malle arrière. Ok, donc j'ai bien compris cette histoire de plaid. On peut difficilement dire que ce soit quelque chose de conventionnel en termes d'image de marque. Alors, en effet, c'est une plaisanterie, mais c'est pas la seule chose qui est originale chez Tesla. Pour l'équipement, Tesla a décidé de mettre un très grand nombre de choses en série. Globalement, dès la Standard Range, il y a tout ce qu'il faut pour avoir un véhicule vraiment très bien équipé. Le cuir, les sièges chauffants, le GPS, l'autopilote de base, la clim automatique, les connexions Internet et j'en passe. Les versions grande autonomie sont généralement un petit peu plus équipées, avec les sièges arrière chauffants, le volant chauffant, avec un meilleur système audio. Donc c'est ce qu'ils appellent l'intérieur premium partiel ou l'intérieur premium total. J'ai vu aussi qu'il y avait ce qu'ils appellent la connectivité premium pendant un temps limité. Mais du coup, une fois que le temps est passé, ça veut dire que la voiture n'est plus connectée. Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, la voiture reste toujours connectée. En revanche, il y a des fonctionnalités qui vont dépendre de cette connectivité premium, comme l'utilisation de Spotify par exemple, qui permet de fonctionner en streaming, ou par exemple l'affichage du trafic, ou de la carte satellite sur le GPS. Tout ça, ça dépend de la connectivité premium. Et lorsque vous arrivez à la fin de votre connectivité premium gratuite, vous pouvez avoir un abonnement qui coûte 10 € par mois et qui va vous permettre de garder toutes ces fonctionnalités. Mais en temps normal, la voiture va rester toujours connectée à votre application, à Internet, va continuer à fonctionner de manière tout à fait normale, si ce n'est que vous allez avoir quelques petits détails en moins. Donc si je vous suis bien, la connectivité de base de la voiture n'est pas payante. C'est exact. En fait, la connectivité de base est gratuite et si on branche le Wi-Fi de son téléphone sur la voiture, ça permet d'avoir également les mises à jour sans être obligé de se brancher sur un vrai Wi-Fi. Bon, très bien. Et du côté des options, du coup? Les options sont très réduites. Vous allez avoir le choix de la couleur de la voiture,
le choix de l'intérieur, éventuellement 2 choix de jantes, et ensuite vous allez avoir des options que vous pouvez prendre à la commande, comme l'autopilote ou le système de conduite autonome, ou alors de les choisir après l'achat. L'autopilote de base est globalement intéressant parce qu'il permet d'avoir le régulateur adaptatif et le suivi de ligne. Ça, c'est la base. Après, vous avez l'autopilote amélioré qui va vous permettre d'avoir les dépassements automatiques, le parking automatique, donc on va pouvoir se garer automatiquement en bataille ou en créneau, mais également pouvoir déplacer sa voiture avec l'application. Quand on a un garage qui est très serré, par exemple, ça peut être intéressant. Derrière cela, vous avez la possibilité d'avoir l'option FSD qui, elle, va avoir très peu de fonctions supplémentaires aujourd'hui, mais qui va évoluer dans l'avenir vers une conduite plus autonome. Donc ça peut valoir le coup d'investir éventuellement. Ça peut valoir le coup parce que Elon Musk a bien précisé que cette option-là augmenterait en prix en fonction des prestations qui arrivent. Vous n'êtes pas obligé de les prendre tout de suite et bientôt, il y aura même possibilité de prendre ces fonctions-là par abonnement. Donc du coup, quand on choisit une option a posteriori, il faut retourner au garage. En fait, l'option va être activée dans la voiture juste par votre application. Donc il suffit de payer par carte bancaire sur l'application et tout de suite, les fonctionnalités sont débloquées dans la voiture. Donc ça se fait littéralement à distance. Du coup, j'ai entendu dire que c'était pas possible avec les voitures électriques, mais est-ce qu'on peut tracter avec une Tesla? La plupart du temps, oui. Sur la Model S, jusqu'à présent, c'était pas possible pour des raisons administratives, mais en aucun cas pour des raisons techniques. Le Model X peut tracter. Le Model 3 a été équipé d'un attelage possible. Le Model Y, par contre, lui, il instaure quelque chose de tout nouveau pour Tesla. C'est le fait d'installer l'attelage en deuxième monte. Parce qu'auparavant, il fallait soit l'avoir en usine, et si la voiture n'en était pas équipée, on ne pouvait pas l'installer en deuxième monte. Parce que la carte grise est également formatée au fait d'avoir l'attelage ou pas. Donc, ce qui fait que si vous installez un attelage sur une voiture qui en est dépourvue, légalement, elle n'a pas le droit de tracter. Pour mettre un porte-vélo, ça peut aller bien, mais c'est plus le cas sur le Model Y. Et on espère que ça va se généraliser sur toute la gamme. Bon, très bien. Et du coup, disons que maintenant j'ai trouvé le modèle qui m'intéresse, la version qui m'intéresse, et que je veux l'essayer. Qu'est-ce que je dois faire? Le premier interlocuteur, c'est le site internet de Tesla. Donc il vous suffira de remplir une demande d'essai. Alors, sur le site de Tesla, vous allez trouver une carte avec tous les points de vente Tesla, et donc faire une demande d'essai, et programmer une date, une heure à laquelle vous allez pouvoir faire votre essai. Et vous vous rendez chez Tesla pour faire cet essai. Ça, c'est une première solution. Vous avez également une autre solution, c'est de vous rapprocher de propriétaires de Tesla qui voudront bien vous la faire essayer. Ça arrive assez fréquemment parce que Tesla est vraiment submergé de travail parce qu'ils ont des volumes de vente qui sont énormes vu la quantité de personnes qui peuvent s'en occuper. Donc par exemple en fin de trimestre, lorsqu'il y a beaucoup de livraisons, je vous déconseille de faire une demande d'essai chez Tesla parce qu'ils vont vous retarder une semaine ou 15 jours. Alors que si vous vous rendez à une rencontre Tesla, vous allez peut-être trouver un propriétaire qui voudra bien vous faire essayer la voiture. En plus, une voiture où il aura de l'expérience. Donc très bien, je fais mon essai, on rentre, je suppose qu'à ce moment-là, donc le commercial me fait une offre et qu'on essaye de négocier le prix. Comment est-ce que... Ah là, il n'y a pas de négociation chez Tesla. Que vous soyez Elon Musk, le pape ou le balayeur du coin, vous allez payer votre voiture le même prix. Et surtout, le vendeur ne va pas essayer de vous la vendre. Contrairement à un autre commercial, il n'est pas animé, il n'est pas payé à la vente. Il sera payé, il aura un fixe. Et donc, lui, il va simplement vous guider dans la démarche d'achat si vous en avez besoin. Mais sinon, l'achat, vous allez le faire directement sur le site internet. Vous faites votre configuration et vous cliquez « Acheter ». Vous mettez votre acompte de 100 € et la commande est faite. Bon, vu comme ça paraît simple, mais disons que si on ne maîtrise pas Internet... Les commerciaux sont là aussi pour ça. Justement, pour répondre à cette demande de personnes qui ne maîtrisent pas forcément Internet. Le réseau Tesla est très bien formé à cela, mais les parrains également. Parce qu'en fait, vous avez la possibilité toujours de faire appel aux propriétaires, en particulier sur les clubs comme le Tesla Owner Club de France, par exemple.
Et pour mon ancienne voiture, ils peuvent me la reprendre? C'est tout à fait possible. Alors attention, Tesla fonctionne d'une manière un peu spéciale, encore une fois. Il faut savoir que Tesla ne revend pas de voitures autres que des Tesla, qu'elles soient électriques ou non. Donc quand ils vont racheter la voiture, c'est pas eux qui vont la racheter. Ils utilisent une plateforme qui est un site internet sur lequel les voitures sont proposées aux enchères à des marchands automobiles. Donc votre voiture, elle va peut-être partir sur le site des marchands à un prix plus élevé que le prix de marché, parce que vous avez un produit qui correspond à une demande ponctuelle d'un marchand, etc. Donc les enchères peuvent monter. Comme vous pouvez vous retrouver avec une offre qui est vraiment très basse. Donc c'est vraiment du coup par coup, il faut tenter le coup, avoir une valeur, et soi-même également à côté, tenter de la vendre soi-même en essayant de gagner un petit peu plus d'argent. Bon, très bien. Et donc maintenant, si on a besoin de faire un crédit ou une location, comment ça se passe? Tesla, comme tous les autres constructeurs, va avoir ce qu'on appelle une captive. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un organisme de financement qui est généralement une filiale d'une banque. En l'occurrence, chez Tesla aujourd'hui, c'est Viaxel, qui est une filiale du Crédit Agricole, qui va vous proposer les financements. Donc une fois que la voiture est commandée, vous précisez au commercial que vous souhaitez une offre et c'est eux qui vont se mettre en relation avec vous. De temps en temps, ils sont également submergés, donc je vous invite à aller faire un comparatif avec une offre auprès de votre banque. Certaines banques proposent même des locations avec option d'achat ou des locations longue durée. Les banques peuvent vous faire également ce genre de service. Donc faites le comparatif et voyez ce qui peut être le plus intéressant et surtout celui qui vous répondra le plus rapidement parce que des fois, quand les voitures sont disponibles, autant avoir une réponse très rapide pour avoir la voiture le plus vite possible. Bien sûr. Voilà. Bon, très bien. J'ai mon financement, j'ai mon modèle, il est arrivé. Où est-ce que j'en prends livraison? Alors, vous allez pouvoir prendre livraison de votre voiture chez Tesla, donc au Tesla Center le plus proche. Vous allez être d'abord informé par courrier, par mail ou SMS en vous disant vous avez un numéro de châssis. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est les démarches. Alors, il y a plusieurs démarches à faire. Déjà, il faut faire le règlement. Soit vous faites le règlement parce que vous avez l'argent de côté, vous faites un virement, vous réglez votre voiture. Soit vous déclenchez le financement auprès du financeur s'il est extérieur à Tesla. Si c'est par le financeur de Tesla, c'est eux qui se débrouillent pour récupérer l'argent, ça reste transparent pour vous. Par contre, il faudra également envoyer tous les documents nécessaires à l'immatriculation, pièce d'identité, justificatif de domicile, demande d'IMAT, etc. Une fois que c'est fait, ils vont vous renvoyer ce qu'on appelle le CPI, certificat provisoire d'immatriculation, qui va vous permettre également d'assurer la voiture. Et donc, vous allez vous rendre à la date et à l'heure prévue chez Tesla pour récupérer votre voiture. Et donc du coup, j'arrive au garage, on me donne les clés, on m'explique un peu le fonctionnement de la voiture, et c'est parti, quoi. Alors, ça va fonctionner d'une manière encore une fois un petit peu différente, puisque quand vous allez recevoir votre numéro de châssis, vous allez également être informé de la présence de vidéos d'explications sur YouTube. La deuxième chose, c'est qu'il n'y aura pas de clé. Les Tesla sont livrés avec des cartes qui sont équipées de puces NFC qui vont servir de sésame pour ouvrir la voiture. C'est votre clé finalement. Et ensuite, c'est votre téléphone qui deviendra votre clé puisqu'on va pouvoir appairer la voiture. Dès qu'il est appairé en Bluetooth, dès que la voiture détecte votre téléphone, elle va s'ouvrir. Donc, remplacement de la clé par quelque chose qu'on a au quotidien. Autre chose pour l'explication, le commercial est là pour répondre à vos questions et à vous mettre la voiture en route. Mais globalement, il ne va pas passer une demi-heure ou trois quarts d'heure à vous expliquer. Bon, très bien. Je prends donc ma voiture, j'ai visionné mes petites vidéos YouTube, tout va bien. Je sors du garage et il faut recharger. Vous pouvez vous rendre directement sur un superchargeur Tesla. Comme votre voiture est inscrite sur votre compte, il suffit juste de garer la voiture, de brancher la prise et la charge commence. Et vous serez facturé directement sur l'application Tesla. Tous les superchargeurs se trouvent dans le GPS de la voiture. Chose intéressante, comme il y a de plus en plus de gens indélicats, l'accès est parfois réservé aux clients Tesla par des barrières ou même des portes fermées. Si vous cliquez sur le superchargeur, sur le GPS, ça vous donnera le code d'ouverture de la borne. Voilà. Pour charger à la maison, vous avez toujours plusieurs possibilités. Vous allez pouvoir vous charger sur une prise domestique classique lorsque vous n'avez pas un grand besoin de recharge. Si vous ne roulez pas beaucoup ou uniquement les week-ends, les recharges lentes peuvent suffire. Sinon, vous pouvez utiliser des bornes de recharge qui vont pouvoir
vous chargez beaucoup plus vite, mais ça demande un investissement, ou alors des prises en 32 ampères par exemple qui chargent aussi plus vite. Le plus important, c'est que vous puissiez charger dès le premier jour sur une prise classique. Et si plus tard on a un souci sur la voiture et que le garage Tesla est un peu loin, qu'est-ce qui se passe? On doit s'y rendre? Comment ça marche? Alors tout dépend de la panne. Tesla a mis en place un système de rangers. Les rangers sont des mécaniciens mobiles. Donc ils ont une voiture atelier et vont pouvoir se rendre à votre domicile, à votre travail pour les petites réparations. Tout ce qui finalement ne demande pas une grosse dépose du véhicule. Ça peut même aller jusqu'à des changements de bras de suspension qui peuvent être faits sans aucun problème. Tant qu'il n'y a pas besoin de toucher à la partie électrique haute puissance, en fait, ils peuvent faire énormément de choses directement en mobile. Donc, il suffit de prendre rendez-vous sur votre application et de choisir soit le centre de service le plus proche, si ça vous arrange, ou si c'est possible, si l'intervention peut être faite par un ranger, vous mettez simplement service mobile. En plus, si votre souci est quelque chose de visuel, vous pouvez rajouter des photos dans votre demande de rendez-vous. Et ça, c'est vraiment très intéressant. La seule chose, c'est qu'il y aura très peu de retours. C'est-à-dire que quand vous allez prendre rendez-vous, vous n'aurez pas forcément un mail tout de suite derrière pour vous dire « Nous vous rappelons que vous avez pris rendez-vous ». Ça peut durer des fois 2-3 jours avant qu'on vous informe que votre rendez-vous est confirmé parce qu'ils ont contrôlé la disponibilité des pièces, etc. Mais en fait, ils ne vous informent pas au fur et à mesure du processus. Et des fois, c'est un petit peu frustrant. Donc finalement, presque tout se fait par Internet. C'est ça, c'est ça. Effectivement, c'est un processus qui est simplifié pour eux, mais qui permet également d'être en contact le plus facilement possible. Quand on n'a pas l'habitude, ça peut perturber, mais ça fonctionne quand même pas mal. Moi, j'y ai eu recours plusieurs fois. On a juste l'impression d'être pas totalement aux commandes, comme quand on va avoir contact avec un chef d'atelier, par exemple. Donc, finalement, on a ce côté un petit peu moins humain, mais dans sa grande globalité, ça fonctionne plutôt bien. Ce qui est aussi intéressant de dire en plus, c'est que vos meilleurs interlocuteurs ne sont pas forcément les gens qui travaillent chez Tesla. Ça peut être les parrains. Et quand vous avez une connaissance, quelqu'un qui va avoir au sein du club Tesla France, par exemple, ou sur un forum, ou sur Facebook, Twitter, vous avez contact avec une personne qui va vous donner des informations parce qu'il est propriétaire de Tesla et qu'il est rodé à tout ça, eh bien, il pourrait devenir votre parrain. Ça vous permet d'avoir quelque chose de plus convivial. Le côté convivial de Tesla se retrouve plus dans ses utilisateurs que dans son fonctionnement qui est relativement carré et relativement froid. Voilà. Bon écoutez, je pense que voilà ma lanterne bien éclairée par vos soins. Donc merci beaucoup, j'espère que ça aura éclairé aussi plus d'un nul en Tesla. Du coup, mon cher Walter, dites-moi. On a parlé de beaucoup de choses, mais moi je vous propose une chose plus importante. Et si je vous faisais essayer ma Tesla? Écoutez, pourquoi pas, fantastique. Eh ben allons-y. Donc a priori si je lève le pied... Non. Pourquoi? Mon cher Walter, on va rouler un petit peu. Eh ben écoutez, très bien. Ah oui, effectivement, il repère les poubelles, c'est intéressant. J'aime beaucoup l'idée de la petite poubelle grise, c'est très drôle. Absolument, absolument. Elle détecte aussi les piétons, ce qui peut être utile. Effectivement. Et elle fait la différence entre un cycliste et un motard. Et poubelle couchée, peut-être pas. Non, elle l'a pas eu. Alors la voiture aura également un système de freinage automatique d'urgence. Ok. En cas de poubelle traversante. En cas de poubelle traversante, absolument. Donc là, c'est une modèle S. Donc c'est la plus grande des berlines à ion. Et donc on est sur une voiture de 5 mètres de long par 2 mètres de large. Oui. Ça se gare pas partout. Non, c'est sûr. C'est un petit peu pour ça aussi qu'aujourd'hui, en Europe, Tesla vend plus de modèle 3 ou de modèle Y que de modèle S ou de modèle I. Ce qui est intéressant également, c'est que la voiture va se mettre à jour par des mises à jour logicielles, comme on peut les voir, directement par le réseau Internet. Mais ce qui peut être très intéressant également, c'est de pouvoir mettre à jour la partie matérielle de votre voiture. Donc là, en l'occurrence, l'ordinateur qui est aujourd'hui sur cette auto n'est pas celui qui était sur la voiture à sa création, à sa sortie d'usine. Et donc j'ai la dernière version de fin 2020, aussi bien pour l'ordinateur d'Autopilote
que pour l'ordinateur, on va dire, de GPS, d'infotainment. Alors ça coûte un peu d'argent, mais Oui. ça permet quand même d'avoir la voiture au dernier canon de la technique, Standard. sans pour autant être obligé de changer de voiture. Là, mon cher Walter, vous découvrez le plaisir de la conduite une pédale. C'est ça. Le frein ne sert qu'à s'arrêter, ou en conduite un petit peu sportive. Ça s'arrête bien, d'ailleurs. Voilà. Et sinon, il suffit de lever le pied pour que ça ralentisse. Mon cher Walter, j'ai une petite devise sur la chaîne qui malheureusement est assez péremptoire et très souvent réaliste, c'est vous l'essayez, vous êtes foutus. Bon bah écoutez mon cher Didier, bon retour à vous. Un grand merci Walter de nous avoir accueillis au Muséum du Pourquoi, dans cet endroit magnifique. Et au plaisir de vous revoir, et si jamais l'envie vous en prend, eh bien sachez que je suis toujours à votre disposition. Très bien. Écoutez, en attendant, je prends bien soin de Rex. Et puis on se recontacte. Merci infiniment. Très bien. Au Allez, plaisir Walter. à la prochaine. À la prochaine. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été faite à l'initiative de Yoran, donc alias Walter Neugier du Muséum des Pourquoi. C'est une idée à lui. Et on lui a donné corps. Et on s'est demandé ce qu'il pouvait y avoir de commun entre nous deux. Et on s'est dit que les dinosaures, c'était pas mal. Et au final, je me suis rendu compte que le message, finalement, de Rex et de Dodongo est un petit peu différent de celui qu'on va pouvoir donner d'habitude en étant didactique sur la voiture pour moi, sur les pourquoi pour Walter. Et donc, je me suis dit que finalement, cet épisode avait une autre dimension par rapport à Rex. Et que chacun d'entre nous a une petite part de Rex sur des opinions tranchées qu'on peut avoir. Et finalement, et je suis pas le dernier à faire la bêtise, à ne pas écouter les avis forcément inverses, finalement, nourrir ce Rex de contradictions et de réflexions serait peut-être pas mal pour finalement devenir nous-mêmes plus ouverts avant de critiquer la fermeture d'esprit des autres. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner au Muséum des Pourquoi. Allez, ciao!